La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à cette seconde visite de François Hollande à Alger, où il est question notamment de lutte contre le terrorisme. On écoute tout de suite le chef de l'État français à son arrivée à Alger. Le sujet qui nous a plusieurs fois mis dans la même démarche, c'est la sécurité, notamment la sécurité au Sahel. Et j'ai salué le travail qu'avaient pu faire les autorités algériennes, notamment par rapport à la paix au Mali, après l'intervention militaire que nous y avons réalisée. Et puis nous nous sommes retrouvés par rapport à de grands dossiers comme la Libye notamment. La sécurité, c'est la lutte contre le terrorisme. Et on regarde tout de suite, puisqu'on vient de les recevoir, ces images de François Hollande qui rencontre le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Voilà. Je vais vous dire justement, donc, Allez, à 15h à son arrivée en Algérie, M. Hollande, président de la République, a été reçu par Abdelmalek Sellal, Premier ministre, et à 17h, il a été reçu par le président de la République. Et donc, il a été reçu par le président de la République à 17h. Donc, il l'a vu et ils ont discuté sur pas mal de temps. Il va bien faire le montage. Quel montage? Quel montage? Ben, écoutez, il fait peine vous voyez à des voir, choses, le président. vous voyez des choses. Vous savez, il fait peine à voir. Vous voyez le monsieur là? Vous savez, j'ai une fois, j'ai suivi sa rencontre avec John Kerry. Eh bien, écoutez, elle m'a impressionné. Elle m'a impressionné lorsque John Kerry, justement, lui a dit que... Lorsqu'il lui a dit que j'aimerais bien rester dans votre pays, mais... Alors, le président, sa réaction, il a dit... Lorsque vous aurez le prix Nobel de la paix, je vous inviterai à passer toute une semaine en Algérie. Cette réaction spontanée. Voilà, François Hollande qui rencontre Abdelaziz Bouteflika, qui est malgré tout affaibli. Il a quand même eu un AVC, on le rappelle à nos téléspectateurs, en 2013. Pourquoi cette visite aujourd'hui? Parce qu'il y a quelque chose quand même de très important, même si vous dénonciez tout à l'heure une caution morale qu'apporteraient les autorités françaises au régime algérien. Absolument. Mais on a en commun, la France et l'Algérie, un dossier, c'est la lutte contre le terrorisme. Assini Abidi, justement, l'Algérie est un acteur central, on peut le dire aujourd'hui, dans cette lutte contre le terrorisme. Absolument, c'est une pièce maîtresse dans le dispositif mis par la France, mais aussi par les Nations Unies, mais aussi par plusieurs autres pays. Il faut noter que donc, parmi les invités de président algérien, il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a très peu d'hommes d'affaires, ce qui montre qu'il y a un côté très important fraternel, mais aussi un côté plutôt de politique étrangère et de dossier sécuritaire. Pourquoi l'Algérie est très importante? L'Algérie a comme ouvert son espace aérien aux avions français dans l'opération de Serval. Elle est aussi importante parce que c'est à Alger que vient d'être signé les accords de Mali, et c'est aussi très très important. Le deuxième dossier qui est très sensible pour la France, avec la percée spectaculaire de l'État islamique à la frontière de l'Europe, en Libye, l'Algérie est très importante parce que l'Algérie, avec la Tunisie... Protecteur de la Tunisie aussi. Hein. Exactement, c'est dans les frontières avec la Libye. L'Algérie ne veut surtout pas une intervention militaire. Et souvenez-vous qu'au début, le ministre français de la Défense, Le Drian, voulait absolument une intervention militaire. En tout cas, il a milité pour. Depuis, comme il a un petit peu, disons qu'il a changé de position, parce qu'une intervention militaire, le risque pour l'Algérie et le risque aussi pour la Tunisie est énorme. Et je crois que l'avis de l'Algérie est important, en tout cas pour la politique française, dans le dossier libyen et dans le dossier du Sahel. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui aussi au Tchad, on sait très bien que le Tchad est un pays important dans le dispositif français. Khaled Lasber, un mot quand même, parce que tout à l'heure on vantait cette relation franco-algérienne, mais aujourd'hui est-ce qu'on peut dire quand même que les autorités algériennes en veulent à la France de l'intervention en Libye? Est-ce qu'elles estiment que la France est responsable en partie aujourd'hui du chaos? De quel chaos vous parlez? Il y a des relations... Je parle de la Libye. De la Libye, oui, mais est-ce que l'Algérie en veut, les autorités algériennes, à la France pour son intervention en 2011 et l'estime en partie responsable pour le chaos libyen? Mais qui vous fait dire ça? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Non, pas du tout. Je ne dis pas ça, je vous pose la question. Pas du tout, je n'ai pas de renseignements à ce sujet. Mais parce qu'il se dit quand même que les autorités algériennes en veulent à la France pour son intervention en Libye en 2011. Ce que je voulais dire, d'abord, l'Algérie, permettez-moi de dire que l'Algérie, c'est le premier pays qui a été touché par le terrorisme. Et permettez-moi de vous dire qu'à cette époque, lorsque l'Algérie a demandé l'aide de la France lui a tourné le dos. Ça, c'est un point essentiel.
il faut le rappeler, ce point. Ça, c'est à l'époque où ça n'allait pas très bien, les relations. Attendez, oui, mais par la suite, effectivement, l'Algérie, il faut reconnaître une seule chose, c'est que l'Algérie n'accepte pas de payer le rançon. Quand il y a une demande de rançon, elle ne paye jamais. Il y a une lutte et l'Algérie continue à lutter contre le terrorisme. Si l'Algérie, dans la Constitution, est prévu que la religion de l'État est l'islam, et il y a une lutte contre l'islamophobie. Voilà, en Algérie, et le terrorisme. Donc, qui dit islam, il ne faut pas qu'il y ait un mélange. Mais vous n'avez pas répondu à la question sur l'intervention française en Libye. Ce qui est très intéressant, c'est que le président français François Hollande a critiqué à demi-mot la décision prise par son prédécesseur, donc Nicolas Sarkozy. Donc il rejoint quelque part les réserves émises par Alger lors de l'opération militaire menée par l'Alliance Atlantique. Donc il y a un malaise. Il faut dire qu'il y a une divergence au sommet concernant la décision de faire la guerre en Libye. Cependant, il faut, à mon avis, relativiser un petit peu la marge de manœuvre d'Alger. C'est-à-dire qu'Alger ne peut pas aller trop loin dans son veto contre une opération militaire, parce qu'elle a vu que les décisions étaient déjà prises, soit du côté français, ou du côté américain, ou du côté britannique. Deuxième élément important, c'est que quand l'Algérie officielle disait que l'Algérie refuse de donner des garanties, ou disons que des facilités pour l'armée française lors de l'opération au Mali, on a bien vu que c'est le ministre français des Affaires étrangères, et ça a créé beaucoup de remous aux autorités algériennes. C'est Laurent Fabius qui a annoncé que Alger a collaboré d'une manière inconditionnelle avec Paris lors de cette opération. Donc on peut dire que c'est vrai qu'Alger était contre l'opération militaire, comme d'ailleurs François Hollande, mais Alger ne peut pas aller trop loin dans justement cette opposition. Enfin, vous dites comme François Hollande qui était contre l'intervention militaire en Libye, mais enfin tous les députés français ont voté quand même l'intervention militaire en Libye, et les socialistes aussi. Ce ne sont pas des décisions personnelles. Voilà. C'est la République. Parce qu'en France, on ne prend pas des décisions personnelles, comme ça a été le cas en Algérie, lors de l'ouverture d'espaces aériens pour l'aviation française, pour aller bombarder au Mali. Ni le Parlement, ni l'armée, personne n'était au courant. Et à un certain moment, si ce n'était pas Laurent Fabius qui en avait parlé, on pensait que les Français étaient passés par le Maroc. C'est ce qu'on avait fait circuler comme hypothèse, et même l'hebdomadaire Jeune Afrique avait même publié des cartes du passage des avions français. Ce que vous dites, c'est que ça manque de transparence. Ça manque de transparence. Ça manque de transparence. Et là, je rejoins mon ami Labidi quand il dit que le système algérien n'a pas de visage, il a plusieurs visages. Et quand il y a plusieurs visages, il n'y a pas d'homogénéité. Et c'est ça le mal de l'Algérie. Mais dans la lutte justement contre le terrorisme, peut-être que le pays a plusieurs visages, mais est-ce que là, il n'y a pas une seule et même ligne ? Alors, une seule et même ligne, tant qu'elle est entre les mains des militaires, oui. Mais n'oublions pas qu'en Algérie, les résidus du terrorisme sont encore là, puisqu'on enregistre actuellement, à l'heure actuelle, en Algérie, plus d'attentats en Algérie qu'en Tunisie. Pas une semaine ne passe sans qu'on enregistre un accrochage, un terroriste abattu, une cache d'armes découverte. Voilà, c'est-à-dire que le terrorisme n'est pas fini en Algérie. Il y a comme partout. Mais depuis 90. Mais quand vous voyez quand même, Hichem Aboud, c'est peut-être un peu provoquant comme question, mais quand vous voyez quand même ce qui s'est passé, alors c'est pas vrai pour la Tunisie qui reste un modèle entre guillemets des printemps arabes, mais quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Syrie, quand vous voyez ce qui s'est passé en Libye, finalement beaucoup de ces pays qui ont sombré dans le chaos, vous vous dites pas finalement l'Algérie, elle reste encore debout? C'est pas provoquant. Non, c'est peut-être une question provocante, mais je pose la question. Parce que quand on voit ce qui se passe... Non, mais je pose la question à Hichem Aboud et ensuite je la poserai à Jean-Louis Levet. Je ne vois pas de provocation dans la question. Pas du tout. Au contraire, l'Algérie a fait sa révolution en 88. La rue algérienne s'est soulevée en 88. Malheureusement, ce soulèvement a été récupéré par la suite et sans octobre 88, Bouteflika ne serait jamais au pouvoir aujourd'hui. Et ce Bouteflika est revenu sur les acquis de 88. Donc, ce régime, qu'est-ce qu'il nous brandit ? On nous brandit toujours la Syrie, l'Égypte, la Libye. Voilà. Vous acceptez Bouteflika ou bien c'est le chaos ?
Pourquoi le chaos? Pourquoi ne pas nous débarrasser d'une gérontocratie qui n'a plus rien à voir avec le pouvoir, avec les jeunes, avec le peuple algérien? Alors on va poser la question justement à Jean-Louis Levet. Jean-Louis Levet, est-ce que vous pensez, parce qu'il est vrai quand même qu'ils ne sont pas tout jeunes, on a vu là le président Bouteflika, il n'a pas l'air en grande forme quand même, ce qu'on dit, les éventuels successeurs, notamment le chef d'état-major des armées, je crois qu'il 82 ans. Octogénaire aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour, et peut-être même rapidement, une nouvelle génération qui va émerger, une nouvelle classe politique algérienne qui va donner peut-être un nouveau souffle au pays? Ce que je constate, vous pensez que ça va prendre du temps, encore beaucoup de temps? Ce que je constate au quotidien, d'abord, c'est que l'Algérie doit aller vite. Elle n'a pas de nombreuses années pour transformer son modèle et son modèle de croissance. Ensuite, je vois aujourd'hui toute une nouvelle génération sur le terrain qui est là, des jeunes universitaires, des jeunes chefs d'entreprise, des étudiants aujourd'hui qui se battent dans les études, dans le travail. Elle existe. On a énormément d'Algériens aujourd'hui qui ont un potentiel de développement intellectuel extrêmement fort. Donc il faut travailler avec eux. Ils ont 3 soucis aujourd'hui quand je parle avec eux. La moitié de la population algérienne des jeunes est quasiment au chômage quand même aujourd'hui. Alors il y a peut-être il y en a entre 40 et 50 qui fuient. Et très souvent d'ailleurs ils sont dans l'économie informelle, ce qui n'arrange pas d'ailleurs la situation de l'Algérie. En gros, 40% du PIB algérien, c'est de l'économie informelle, avec évidemment tout ce que cela peut entraîner dans l'économie informelle. C'est donc un enjeu très important. Les jeunes aujourd'hui ont 2 soucis, tous d'ailleurs. D'abord, c'est le souci de la paix. 10 ans, 15 ans de lutte contre une cruauté barbare sans nom, ça a marqué 3 générations. C'est très important. Donc les Algériens sont très sensibles à la stabilité et à la paix. C'est vrai que parfois, quand on parle avec des jeunes, la France en Libye, il y a parfois des réactions. La France a été impérialiste, c'est pas bien que ça. Ça existe. Et c'est compréhensible. Et puis ensuite, il y a leur sujet de très court terme, c'est-à-dire l'emploi et le logement. Aujourd'hui, les jeunes Algériens, souvent, se marient de plus en plus tard, à 25 ans, à 30 ans, parce qu'il y a des problèmes de logement qui sont là, il y a des problèmes de chômage. Et le troisième point, ce qu'ils attendent aussi, mais comme dans tous les pays, c'est aussi qu'on leur offre un projet, qu'on leur offre des perspectives de long terme, qu'on leur dit voilà où on veut aller. J'ai vu un certain nombre de documents d'intellectuels algériens, comme Nabdi, comme Kerr, qui ont fait des documents de prospective sur l'Algérie, qui est très intéressant, et qui font un certain nombre de propositions. La question pour la France, c'est pas tant de conseiller l'Algérie. On n'est pas un père tutélaire. Non, c'est d'accompagner l'Algérie dans cette transition. Les élites algériennes, universitaires, entrepreneuriales, en sont parfaitement conscientes. Aujourd'hui, je vois par rapport à ces dernières années un pouvoir économique qui prend de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, on voit une confrontation dans les idées, dans l'action importante entre le pouvoir politique d'un côté et le pouvoir économique. Quand je vois ces chefs d'entreprise qui ont 40-50 ans aujourd'hui, ils s'expriment davantage, ils montent au créneau, ils font des propositions. C'est bon, c'est bien que cette société aujourd'hui... Vous voyez le verre à moitié plein. Je vois toujours le verre à moitié plein parce que c'est ce qui permet d'avancer et de ne pas passer son temps à voir l'avenir dans un rétroviseur, tout en étant très lucide sur les problèmes que nous devons résoudre ensemble. Et contre le terrorisme, la France et l'Algérie sont les 2 seuls pays dans la région qui ont les moyens, la capacité et la volonté de combattre le terrorisme. Et nous, Français, nous avons besoin d'Algérie. Parce qu'elle a combattu le terrorisme pendant 15 ans. Il faut travailler cette Algérie-là, mais à moyen terme et à long terme. Quand je parle de conseiller en tant que bon conseiller, c'est loin de moi l'idée d'une puissance tutélaire. Pourquoi je dis si moi, le président algérien, reçoit encore François Hollande, un homme quand même qui dirige un pays démocratique, parce que nous avons en face, le pouvoir algérien, c'est un one-man show. Il n'écoute personne. Beaucoup d'Algériens, beaucoup de partis politiques ont demandé une conférence pour parler d'une sortie de crise. Le pouvoir n'a pas répondu. Donc c'est pourquoi je dis conseiller, parce que puisque le président français a quand même l'avantage et la chance d'être reçu par ce président, au moins lui dire au nom de démocrates, je ne parle pas des Algériens, que l'Algérie mérite mieux justement pour assurer l'avenir de sa jeunesse, de sa population et l'avenir des relations avec la France et avec d'autres pays. Parce qu'on assiste à un décalage manifeste entre des dynamiques sociales, et vous avez raison d'ailleurs, vous avez évoqué les dynamiques sociales internes, une société civile qui vit 100 ans, et des universités, des ONG. Mais le décalage, c'est que le pouvoir, il ne connaît pas cette dynamique. Il est resté quand même sur certains acquis. C'est vrai, vous avez raison quand vous évoquez la stabilité. Oui, l'Algérie paraît pour la France comme le seul pays stable au Maghreb. Mais attention, il faut se méfier de cette stabilité qui n'est qu'un sursis. Il faut travailler sur une stabilité qui est basée sur l'adhésion populaire, sur la gestion équitable des pouvoirs. Et pas une stabilité parce que les pays qui sont voisins vivent
une effervescence politique et l'Algérie reste stable à cause de cette décennie noire, à cause bien sûr de la psychose de la guerre civile, à cause de la rente pétrolière. Tout ça, ce sont des éléments qui ne durent pas. Qu'est-ce que vous répondez à Hasni Abidi qui dit attention, attention, parce que ce sont des éléments qui ne durent pas, parce que vos ressources pétrolières gazières vont s'amenuiser, que vous avez justement des jeunes, une démographie aussi galopante, et qu'il y a un risque justement d'explosion sociale. Et s'il y a explosion sociale, si le pays s'effondre, c'est toute la région aussi. C'est-à-dire que c'est aussi toute une implication, déjà une région en chaos et qui pourrait se répercuter sur la France, comme on voit déjà sur la Libye et tout le drame des migrants d'ailleurs. Je pense qu'il n'y aura pas d'explosion. Quand on parle de la population, quand on parle des logements, actuellement, il y a des possibilités pour des jeunes de pouvoir acheter un logement dans le cadre de l'Onsage. Donc les gens peuvent acheter des c'est l'agence pour l'emploi des jeunes. Oui, non, il octroie des crédits pour la création de petites entreprises. La création. Autre chose, il y a en ce qui concerne les logements, tous les jeunes qui demandent des logements, on parle de crise de logement, non. C'est parce que disait Jean-Louis Lebert. La plupart. Non, excusez-moi. Il y a des manifestations. Chaque fois qu'il y a des listes qui sont affichées dans les municipalités, il y a des manifestants qui disent qu'ils n'ont pas vu leur nom sur les listes. Tout le monde veut avoir tout de suite le logement. Voilà, ils sont pas d'accord. On croit que c'est le paradis et que les jeunes qui sont à Barbès, qui ont fui l'Algérie, sont des fous. C'est 810 000 jeunes Algériens qui ont fui, sont des fous. Il y a des gens. Moi, je rencontre des amis qui vivent paisiblement en Algérie. Qui vivent très bien. Des jeunes, pas du tout. C'est sûr, tous les jeunes que je rencontre. Allez faire un tour à Barbès, monsieur Maître Lasber. Allez faire un tour à Barbès. Barbès a existé depuis même que l'Algérie traverse cette décennie. Les jeunes Algériens qui sont là-bas. Oui, mais là, on revient, si vous voulez bien, au débat, même si on arrive à la fin de ce débat. Oui, Khaled Lasber, là, vous nous dépeignez peut-être les choses plus que le verre à moitié plein, comme le faisait Jean-Louis Levet tout à l'heure. Vous expliquez quand même que tous les jeunes ont un logement. Hasni Abidi, vous le disiez à l'instant, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de manifestations de jeunes qui n'ont pas de logement. Tout le monde a un logement. Est-ce que ça existe des demandes de logement qui restent souffrants? On ne compare pas les comparables. Alors, la France ne s'affiche pas comme l'État social. Il y a actuellement, effectivement, il y a un manque de logement. Il y a parfois, mais la plupart de la population, lorsque j'ai suivi, tout le monde, quand on parle du président, on dit qu'il est malade, il est affaibli. Il est malade, certes. Mais comme non. Vous dites qu'il est malade. Mais seulement... Vous avez dit il est malade. Alors que Attendez, mais seulement, il est physiquement, mais seulement on n'a pas besoin de son physique. Je l'ai toujours dit, qu'on a plus besoin de sa tête. Et ça s'adresse au peuple au moins pendant 2 minutes. S'il vous plaît, Maître Lasber, demandez à Bouteflika de s'adresser au peuple pendant 2 minutes. Écoutez, depuis le 8 mai 2012, il n'a pas adressé le moindre parole au peuple algérien. Un dernier mot pour Hasni Abidi, parce que je voudrais quand même qu'on revienne sur cette idée-là. Si demain l'Algérie s'effondre, si l'Algérie n'est plus un pilier, c'est toute la région, c'est un chaos c'est supplémentaire encore pour toute la région et une menace pour la France aussi. On ne peut pas se permettre à ce que justement l'Algérie s'effondre, parce qu'on a bien... L'Algérie, c'est le scénario qu'on a vu dans les années 90 et les conséquences sur les pays voisins, sur la Tunisie qui est fragile, sur la Libye, sur la France. Le nombre d'abord d'Algériens qui vivent en France, l'intensité des relations économiques et culturelles. Et c'est pourquoi il est important d'insister. Et je crois que la visite de François Hollande, d'ailleurs, n'est pas étrangère à ce que se dit à Alger, donc d'une succession un petit peu organisée. Je pense qu'il est temps de parler de ça. Nous, les Algériens ne demandent pas une révolution, ne demandent pas un printemps algérien parce qu'ils ont déjà vécu ça. Mais au moins, est-ce qu'il y a une passation de pouvoir douce et c'est très important pour que la France, en tout cas, s'assure à ce qu'il n'y ait pas de secousse politique en Algérie. On parle bien sûr de l'ancien chef de gouvernement, on parle bien sûr Ali Benflis, on parle du chef d'état-major des armées. Je pense que le président Bouteflika gagnera beaucoup en organisant sa succession. C'est très important à ce que les Algériens soient rassurés de cette succession. Non, mais sur le fond, je vous rejoins tout à fait. J'irai même au-delà. Je pense que France-Algérie, c'est l'interface aussi entre l'Europe et l'Afrique, parce que dans les 30 prochaines années, il y aura 4 milliards d'Africains
Et l'enjeu de l'Europe aujourd'hui se joue en Afrique. Et la France-Algérie, c'est le duo qui devrait demain structurer la relation entre l'Europe et l'Afrique. Ça, ce sont des perspectives qui devraient pouvoir mobiliser l'ensemble de nos populations des deux côtés et faire reculer les populismes aussi, parce que ça, c'est un enjeu extrêmement important. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Vous restez avec moi et on accueille tout de suite Karim Yayaoui qui va nous parler encore de l'Algérie. Bonsoir Karim. Bonsoir. La visite de François Hollande en Algérie qui laisse certains médias algériens sceptiques. Alors on va le voir, et c'est vrai que ça occupe pas mal de place sur les sites d'information algériens, notamment celui-ci, le quotidien d'Oran, qui a publié une tribune signée François Hollande, qui explique qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis sa première visite il y a 2 ans, et qui évoque aussi la nécessité d'une coopération franco-algérienne toujours plus importante, toujours plus serrée en quelque sorte. Alors vous le disiez, il y a un certain nombre de médias qui trouvent tout de même étrange cette visite, ou en tout cas qui s'interrogent. Ici le site d'El Watan avec cet article de Nadia Bouzegran qui se demande que vient faire François Hollande à Alger, même s'il y a un certain nombre de dossiers très très importants. S'ils sont si importants, pourquoi une visite éclair alors pour évoquer la sécurité, pour évoquer l'énergie, le gaz de schiste, pour évoquer la coopération en matière de terrorisme. Il y a aussi un contexte particulier que vous venez d'évoquer il y a quelques instants, celui de cette succession qui serait en marche. Les médias algériens l'évoquent très régulièrement, le journal El Watan qui parle du dernier complot des janissaires. Alors si certains espèrent une transition en douceur, elle n'a pas forcément cette apparence-là, en tout cas à travers le regard de la presse algérienne, qui évoque une succession qui semble plutôt chaotique, où les choses s'organisent petit à petit avec des tensions entre différents groupes. On en parle aussi sur ce site internet, celui de Liberté Algérie, qui évoque une crise et alternance. Un édito qui explique qu'il y aurait même une guerre qui ferait rage dans l'ombre, alors que le régime serait à son crépuscule. Alors du côté des médias français, et notamment de ce site internet, celui de France Télévisions, Géopolis, on parle de cette succession où François Hollande aurait un rôle à jouer. Cet article évoque ce fantasme qui aurait cours du côté de l'Algérie, mais alimenté aussi par un certain nombre d'hommes politiques, d'anciens hommes politiques algériens qui, en quelque sorte, évoquent cette possibilité. Alors il faut tout de même tempérer ces déclarations. C'est ce que fait le site Tout sur l'Algérie, en donnant la parole à Christophe Dubois, qui a signé un livre qui s'appelle Paris-Alger, une histoire passionnelle. Alors pour lui, c'est évident que François Hollande fait un cadeau pour Abdelaziz Bouteflika, mais de là à dire qu'il est présent pour régler la succession d'Abdelaziz Bouteflika, c'est totalement fantaisiste pour ce journaliste. On trouve aussi un autre point de vue, alors cette fois-ci c'est celui de Kamel Daoud. Cet article date du mois de mai. François Hollande, s'il n'est pas là pour régler la succession d'Abdelaziz Bouteflika, aurait mieux fait de s'abstenir, de mettre tout de même un doigt dans cette succession. Et puis cet autre article, cette fois-ci du côté du Soir d'Algérie, avec un ancien diplomate algérien, Abdelaziz Rahibi. Pour lui, Hollande ne vient pas du tout évoquer cette succession qui se fera comme se sont faites les successions précédentes des chefs d'État algériens. Cet ancien diplomate s'insurge contre ce confort intellectuel, cette paresse, ce manque de courage et d'engagement qui fait qu'on a tendance à pointer du doigt la France dès qu'il s'agit des affaires politiques algériennes. Allez, 1 ou 2 dessins Très rapidement, l'ironie dans les médias algériens, elle a souvent cours. Visite éclair de François Hollande en Algérie, à peine arrivé, il repart déjà, évidemment avec un casque et un scooter. Et puis cet autre dessin signé Dilemme. Merci pour ce moment. On évoquait le fait que pour Abdelaziz Bouteflika, c'était un service rendu par François Hollande. Évidemment, ça fait référence à ce livre de Valérie Trierweiler dont on a déjà beaucoup parlé. Merci beaucoup Karim. On vous retrouve un peu plus tard pour votre chronique 20h45. Merci encore à tous les quatre.